toujours avec le même plaisir qu'on se retrouve, chers abonnés de Majestic. Bonjour, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'After Goal, l'émission dans laquelle nous analysons et décryptons l'actualité, bien sûr, liée à cette 23e édition de la Coupe du Monde. On va passer en revue tous les matchs, bien entendu, et aujourd'hui, on va analyser, bien sûr, les huitièmes de finale. J'ai un plateau expert pour m'accompagner dans ce nouveau numéro. On ne change pas l'équipe qui gagne, dit-on. Alex Dakla, deuxième titularisation. Bonjour, bienvenue. Bonjour Robert, c'est un plaisir pour moi d'être là. Il est aussi titulaire pour sa deuxième sélection. Manu Kombaté, bonjour. Bonjour Robert. On vous installe confortablement avec la musique du jour et on revient juste après pour lancer les joutes verbales. Shakira and Freshly Ground. And now the singer and the song that's been most synonymous with this World Cup, Shakira. Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, Samina, Sangalewa, cause this is Africa. Samina, waka waka, Samina, Sangalewa, this time for Africa. This is the official FIFA World Cup song. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line, y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, when you get down, get up, Samina, Sangalewa, this time for Africa. Samina, waka waka, Samina, Sangalewa, this time for Africa. L'un des pays hôtes, le Canada, était bien sûr face au Maroc, les Lions de l'Atlas, pour la première affiche des huitièmes de finale. Victoire des Lions de l'Atlas, 3-0, avec une réalisation de Dounaï, bien sûr, à la 50e minute. Il est revenu, bien sûr, le sociétaire de Gironde pour doubler la mise à la 82e. Et en fin de rencontre, Sofiane Raimi a mis le troisième but sur une passe décisive de Brahim Diaz, 3-0 à l'arrivée. Une prestation XXL du Maroc qui confirme une fois encore cette belle lancée des Lions de l'Atlas. Bien sûr, le Maroc qui a surclassé naturellement le Canada, Alex. Ouais, ça n'a pas été facile. Ils ont eu une première mi-temps hyper compliquée où on ne les a pas retrouvés dans leur façon habituelle de jouer. C'était pas naturel, c'était compliqué. Il y avait trop de déchets techniques dans le jeu. Et le coach Mohamed Wabi a dû remettre les pendules à l'heure à la mi-temps. Je pense que dans la tête, ça a dû sonner fort, ça a dû parler fort. Et avant la reprise de la deuxième période, il y a cette image-là, moi, qui m'a marqué. Achraf Hakimi qui réunit ses coéquipiers. Ils font une petite discussion et en deuxième mi-temps, on voit un nouveau visage de cette formation marocaine qui a déroulé tout simplement avec un Brahimi Diaz hyper inspiré qui a fait 2 passes décisives dans cette rencontre-là, doublé d'Ounaï, comme vous le dites, et Raimi qui a remplacé Saïbari parce que c'était la tâche noire également de cette victoire marocaine, la blessure de Saïbari à la 21e minute, douleur musculaire. C'était hyper compliqué, mais au final, le Maroc s'en sort bien dans cette rencontre-là en retrouvant sa façon de jouer naturelle. Elle m'a fait penser un peu cette équipe-là au Maroc de 2022 où on était recroquevillé devant la défense. On procédait par transition rapide pour profiter des contre-attaques, des espaces laissés par l'adversaire pour tuer. C'est ce qu'ils ont fait. Achraf Hakimi et ses coéquipiers en deuxième période et ils ont naturellement remporté 3-0. Premier tournant du match, la blessure d'Ismaël Saïbari, le meilleur buteur actuellement du Maroc à cette Coupe du Monde. Mais les Lions de l'Atlas ont quand même eu les ressources. Ils ont retrouvé leur repère en deuxième mi-temps. Ils ont déroulé 3-0. Prestation, victoire méritée selon vous? Oui, la victoire, elle est bien méritée. Et comme Alex le disait, la première partie a été très compliquée pour le Maroc. En plus de la blessure de Saïbari, voilà, vous savez, Mohamed Wabi, il est arrivé dans cette équipe. C'est vrai qu'il y a déjà eu des cas de blessures avant la compétition, Naïf Aguerd et Zalzouli également. Donc, c'était
un peu un choc pour le Maroc parce que vous avez votre meilleur joueur qui se blesse aussitôt dans la partie. Il fallait changer. Mais finalement, les changements ont eu leur résultat escompté dans cette partie. Raimi qui fait une bonne entrée et en deuxième période, tout est parti sur des roulettes. Vous avez vu, et même après avoir mené 2-0 dans les dernières secondes de la partie, on voyait encore cette équipe du Maroc attaquer. C'est là on a vu vraiment la force de caractère de ces Marocains qui ils ont vraiment, je ne sais pas comment dire, ils ont finalement intégré voilà, cette nouvelle posture-là d'une équipe voilà, favorite aussi dans une rencontre, mais non seulement dans une rencontre, mais une statue beaucoup plus assumée d'une équipe qui doit aller loin dans une compétition. Donc finalement, cette victoire 3-0 est complètement méritée face aux Canadiens. La deuxième affiche, bien sûr, est l'opposition entre le Paraguay sensationnel face à la Mannschaft qu'il a éliminé, bien sûr, en 16e de finale. Et cette fois-ci, c'était face à l'équipe de France. On sait très bien cette formation finaliste lors du Mondial Qatari en 2022. À l'arrivée, une victoire des Français, 1-0 sur un penalty de Kylian Mbappé transformé à la 70e minute suite à un penalty provoqué par Désiré Doué. Votre analyse sur cette rencontre, Alex? Vous voulez que ça honnête? Honnête. C'était une rencontre pourrie. Honnêtement, de toutes les Trop de rencontres. déchets techniques, trop d'intensité, trop de pression. Honnêtement, c'est huitième de finale, c'est le match que j'ai le moins aimé. Ouais. Pourtant, j'avais beaucoup d'attentes sur ce match-là. Le Paraguay n'est pas venu jouer, quoi. Ils sont venus faire la boxe. Franchement, moi, ils m'ont dégoûté à un moment donné. On ne fait pas la boxe avec les pieds. Ils ont Peut-être du taekwondo. Ok, donc, ils ont transformé naturellement la pelouse en ring. oui, pourtant, pourquoi je suis aussi déçu du Paraguay, c'est parce que face à l'Allemagne, mais moi j'ai vu un bon fond de jeu, une équipe qui avait de la envie, de la volonté de titiller cette Allemagne-là et qui au final l'a emporté au tir au but. Je pense que s'ils avaient utilisé les mêmes moyens face à la France, ça aurait pu passer, mais ils se sont trouvés tellement faibles qu'ils ont dû compenser avec cette façon bizarre de jouer. Je vais le dire comme ça parce que c'était trop d'anti-jeu, trop de fautes. Ça fait que même la France, au final, ne s'est même pas retrouvée, n'a pas su dérouler son jeu parce qu'à chaque fois, on cassait le rythme. Il y avait cette petite faute-là, il y avait un pied qui traînait, une main qui traînait, une parole pour casser le rythme. Donc, on n'a pas vu du football. Heureusement que Désiré Doué, en une minute, voilà, il a fait montre de sa technique. Dans la surface de réparation, on a obtenu ce penalty qu'on a transformé. Et même avant de tirer le penalty, tout le scénario qu'il y avait derrière, moi, c'est des choses que j'aime pas voir au football. Et l'arbitre, lui, heureusement que son nom est compliqué et que je ne vais pas le retenir. Mais franchement, il m'a laissé une très, très mauvaise impression. J'avais jusque-là une très bonne impression de l'arbitrage du mondial, mais lui, il m'a honnêtement, je ne sais pas le mot, quoi. Manu, déçu ou pas du fond de jeu, du contenu de cette affiche, de cette opposition entre le Paraguay et la France? Je suis d'abord déçu d'Alex. Quand Alex me dit que cette rencontre n'a pas été intéressante, mais c'est tout le contraire. Moi, Ils ont joué comme toi. Le goût est relatif. Naturellement, allez-y. Bien évidemment, c'est vrai que... vous avez le boss-to-box, vous? Pas que le boss-to-boss, mais on a vu une équipe qui a joué avec ses armes, en fait. Et moi, ça m'a vraiment plu parce que c'est ça aussi le football. C'est quelque part aussi la qualité technique contre le courage, contre la vaillance d'une équipe. Et c'est ce que nous avons vu dans cette partie. C'est vrai qu'ils se sont vus un peu inférieurs, pas un peu, peut-être 3 classes inférieures à la France, mais ils ont joué avec leurs armes, avec leurs forces. À un moment, l'arbitre pouvait intervenir beaucoup plus tôt dans la partie pour essayer de réglementer un peu tout ça. Mais ce n'est pas de la faute des Paraguayens, en fait, si le match a fini comme ça avec de telles tensions. Donc moi, j'ai plutôt aimé la façon dont ils ont joué avec le courage. Voilà, aller comme ça, titiller les Français. C'est l'arbitre que tu n'as pas aimé? C'est l'arbitre que tu n'as pas aimé? Non, moi, j'ai tout aimé. Lui, c'est vrai, il n'a pas vraiment fait son boulot parce que voir comme ça les Paraguayens finir la partie sans le moindre carton, ça... Ils ont commis 23 fautes. Voilà. C'est pas parce qu'on commet 23 fautes aussi qu'on doit prendre des cartons. Hein. Si on commet des fautes qui doivent prendre des cartons, alors là, on donne des cartons. Justement, selon vous, est-ce que ça s'est joué sur le plan mental ou moral carrément?
parce qu'on a entendu bien sûr les propos de Kylian Mbappé à la fin de la rencontre, qui disait qu'ils étaient Ça, par préparés. contre, j'ai aimé. Oui, Kylian Mbappé qui disait qu'il était préparé psychologiquement. Il savait très bien c'est leur manière de jouer, ça fait partie du jeu. Ils ont opté pour les déséquilibrer, mais ils ont été forts psychologiquement. Ils ont obtenu le résultat, c'est ce qu'il fallait, l'essentiel selon vous. Et bien évidemment, parce que quand vous prenez une équipe comme la France, Mm. on parle souvent du beau jeu. Mm. Et dans cette partie, on les a vus aussi jouer à ce football un peu sale. Mm. Voilà, c'est parce que ils sont capables aussi de le faire, comme Kylian Mbappé l'a dit. Dans une compétition, vous n'allez pas dominer tous les adversaires, hein, comme vous l'avez préparé en entraînement ou peut-être dans vos pensées. Mais sur le terrain, vous ne pouvez jamais prévoir le visage qu'une équipe va montrer. Et on a vu la France face à cette équipe paraguayenne. Elle a montré un visage qu'on n'a pas vraiment vu de cette France depuis un certain moment, malgré le pragmatisme de Didier Deschamps. Et dans cette partie spécialement, d'autres joueurs qui n'étaient pas forcément dans le contact, on les a vus impliqués, on les a vus dans des interventions. Voilà, on a vu Kylian Mbappé aussi, pas porteur de l'équipe sur le plan offensif, mais à aller communiquer avec l'arbitre, à aller aussi au combat, même s'il a pris beaucoup de coups. Et ça aussi, ce sont des valeurs d'une équipe qui est taillée pour aller très loin dans une compétition. La première surprise de ces huitièmes de finale, la qualification de la Norvège. Pour l'écart, les Vikings qui ont bien sûr dominé la Seleção grâce à un doublé du cyborg Erling Braut Haaland. Il a marqué bien sûr un doublé, un premier but à la 79e minute et le second but à la 90e sur deux passes décisives bien sûr de Cederrup. Après, il y a eu ce penalty transformé par Neymar en fin de rencontre. La Norvège qui a tenu bien sûr en échec le Brésil. Une qualification à l'arraché, surpris ou pas? Ah non, pas du tout surpris. Pas du tout surpris parce que, bon, avant la rencontre, je suis allé chercher l'historique des confrontations entre les deux équipes et Bien j'ai vu sûr. que la Norvège n'avait jamais perdu face au Brésil. Brésil. C'était 4 matchs avant ce match-là, 2 victoires pour la Norvège, 2 matchs nuls. Et en plus de la victoire de la dernière fois, ça fait 3 victoires pour la Norvège. Donc c'est un adversaire, le Brésil, qui réussit plutôt à la Norvège. Donc je pense qu'ils sont venus avec un état d'esprit serein, tranquille, posé. Conquérant. Bon, pas forcément. Ouais. Ils n'ont pas été si concurrents que ça. C'est vrai qu'entre-temps, ils ont eu la balle, ils ont eu la possession et tout, mais ils n'étaient pas dangereux offensivement. Vous voyez les 2 buts qui ont été marqués. Bon, c'est l'intelligence de jeu de Erling Haaland sur le premier but, l'intelligence de placement. Il marche et à un moment donné, il accélère sa course. Et puis, bon, face à Gabriel, qui est un défenseur qui le réussit banalement bien, il a remporté tous les duels contre lui en première ligue. Donc, c'était un autre duel encore là dans ce match. Il était meilleur mentalement. Gabriel, qui est réputé pour être un très bon défenseur sur ce match, qui s'est un peu planté. Et le deuxième but, c'est du pur génie, ça vient de nulle part. Il prend vite l'information. Il a le temps de contrôler le ballon. Ouais, ce geste en pivot, la frappe instantanée, ça surprend tout de suite le gardien. Moi, c'est plutôt le Brésil que je n'ai pas trouvé dans un bon jour. Les remplaçants surtout, parce que quand Hendrick il rentre, il trouve une opportunité de marquer le but de l'ouverture du score. Il rate. Guimarães qui rate son penalty. Justement. Vinicius ne peut pas porter l'équipe. Neymar qui rentre. Bon, il marque un penalty avec beaucoup de maîtrise. Ça, c'était mon coup de cœur. Mais ça ne suffit pas. On a vu un Brésil insuffisant, tout simplement. Alors, par rapport au scénario de la rencontre, Alès parlait bien sûr de ce penalty raté par Guimarães à la 14e minute. Après, le Brésil n'a pas eu bien sûr les armes nécessaires pour aller déjà marquer, ouvrir le score et titiller cette formation de la Norvège. Vos impressions par rapport à cette copie présentée par la bande à Carlo Ancelotti? C'était une copie assez mitigée de la part des Brésiliens parce que c'est vrai que avant le début de cette compétition, je ne voyais pas le Brésil aller très loin. Mais après leur comeback, c'est-à-dire leur deuxième période face au Maroc lors de la première journée, je me suis dit peut-être que cette équipe, en évoluant dans la compétition, elle peut retrouver certains réflexes. Et ça s'est un peu confirmé lors des 16e de finale face au Japon. Mais dans cette opposition contre la Norvège, j'ai vu une équipe du Brésil sans inspiration, une équipe du Brésil en manque d'idées. Ouais. Voilà, une équipe qui n'est pas en réalité une équipe parce qu'il y avait des individualités, mais ça manquait de ce lien entre les joueurs. Voilà, on n'a pas vu une équipe assez soudée. Maintenant, si en plus de ça, voilà, si en plus de ça, vous avez encore des phases de jeu ou bien vous avez des situations qui sont en votre faveur et que normalement vous devez les mettre au fond et que vous les manquez, ça complique davantage les choses. Et voilà, finalement, vous vous retrouvez dans une situation
plus compliquée qu'elle ne l'était avant le début de la partie. Et vous ne vous en sortez pas, finalement, vous donnez les armes à l'adversaire. Ce pénalty de Guimarães en première période, c'est un pénalty même qui survient dans un moment faible du Brésil. Ouais. clairement. Donc, c'était le moment Ouais. de transformer ce pénalty de la part de Guimarães pour faciliter un peu le match aux Brésiliens, mais il est passé à côté. On s'est tous posé la question, pourquoi Vinicius il n'a pas frappé ce pénalty? Il y a Martinelli également. Il y a Martinelli. Bon, Vinicius, il a dit après que c'est Ancelotti qui a désigné le tireur avant le match. Donc, que c'était Guimarães. C'est pour ça qu'il ne s'est pas aventuré dans ce sens. Et Hendrick, mais l'occasion d'Hendrick, ça c'était l'occasion. Sur la passe de Vinicius. Voilà, justement, la passe, elle était raté. extraordinaire. Moi, Ouais. j'ai même plus mal pour la passe que pour l'action manquée d'Hendrick parce que Ouais. à cause de son but manqué, aujourd'hui, on ne parlera presque plus De la passe. de cette passe-là parce qu'on ne va quand même pas faire le compile des Ouais, buts manqués des par buts Hendrick, manqués, ouais. mais plus le compile des buts Mais ça, c'est manqués. une belle vidéo. Ouais. Ouais, ça, c'est pas mal. Ouais. Ben voilà, donc, ce sont des moments clés dans des moments de faiblesse du Brésil qu'ils devaient concrétiser. Ils n'ont pas su le faire. Et mais quand vous avez un cyborg aussi froid, aussi clinique que Erling Haaland, il peut faire seulement 4 passes dans un match et vous craquez un doublé. Et c'est ce qu'il a fait dans ce match. Donc, il n'y a plus rien à dire. Moi, je suis vraiment déçu du Brésil. Pas que sur cette opposition ou depuis le début de la compétition, mais dans une globalité parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans ce regret-là où on a grandi avec une équipe du Brésil qui symbolisait le beau jeu, qui symbolisait un peu cette façon de jouer au football où tout le monde s'identifiait un peu à cette nation. Mais aujourd'hui, c'est une nation, quand on voit le Brésil évoluer face à la Norvège, on se poserait la question, peut-être ils sont jaunes, c'est peut-être l'Australie face à la Norvège. Ça fait un peu mal. Il a transformé son penalty en toute fin de rencontre, mais malheureusement, on a vu en larmes pour terminer cette Il n'est pas le rencontre. seul à avoir pleuré. Ah, bien sûr. Mais Incroyablement, celle-là va mais dépasser les larmes de Vinicius. Ah ouais, mais c'est quand même l'émotion. Est-ce qu'il a terminé de la plus belle des manières ou pas? Malheureusement, c'est la Il a marqué dernière. un penalty. C'est bon pour vous, pour le bilan? Non, mais arrêtez. Neymar, il y avait une grosse attente autour de lui. Maintenant, après, quand le Brésil tombe de la sorte, vous vous posez des questions maintenant sur le management réservé par Carlo Ancelotti à l'homme. Parce que c'est vrai, hein, j'étais d'accord avec lui qu'il puisse le mettre dans cette difficulté-là pour que Neymar puisse faire de son retour en sélection une quête à aller chercher. Il a travaillé pour revenir. Maintenant, est-ce que c'était l'idéal? Je me dis peut-être que s'il était intégré dans l'équipe un peu plus tôt, il aurait eu beaucoup plus de symbiose avec ses coéquipiers et tout. Je me trompe peut-être, mais honnêtement, quand je le vois finir de la sorte, je me dis son apport quand même hein, depuis le match face je crois à l'Écosse, où il est rentré, je me dis qu'il aurait pu apporter plus parce qu'on a un Brésil, comme Manu le disait, le Diogo Bonito a disparu et Lucas Paqueta qui s'est blessé. Il a tellement manqué lors de cette rencontre face à la Norvège. Maintenant, je vois quand même Neymar, en tout cas apte physiquement, à pouvoir tenir ce rôle-là. Mais malheureusement, il a eu des bribes de minutes où il n'a pas apporté grand-chose. Mais la façon dont il transforme ce penalty-là, tout le monde est unanime sur le fait que s'il était là à la 14e minute, à la 14e minute, c'est sûr qu'il le met au fond. Donc, sentiment mitigé par rapport au joueur, malheureusement, c'est sa dernière. C'est dommage. Pour le gros talent, le grand talent qu'il est, on ne le verra plus en sélection brésilienne. Mine de rien, avec son tas de blessures, 3 ans sans jouer en sélection, mais il est le meilleur buteur de la sélection devant des joueurs comme Pelé et consorts. Donc, c'est une triste fin. L'ADER pour Ney. Oui, c'est un pincement de cœur. Hein. Quand moi je l'ai vu pleurer, bon, c'est pas parce qu'il pleurait que j'ai eu ce pincement, parce qu'il est un peu habitué à pleurer. Hein, Neymar, on savait tous qu'à la fin de cette partie, il allait couler quelques larmes. Ouais. Mais voilà, comme Alex l'a dit tout de suite, c'est plus le regret d'une carrière, c'est plus le regret d'un talent perdu, d'un génie qui n'a jamais vraiment montré la plénitude de son talent. Ou peut-être qu'il a fait, mais voilà, c'est un peu difficile. Et honnêtement, sur cette Coupe du Monde, je pense qu'Ancelotti, il a plutôt bien géré, hein, parce que déjà la condition dans laquelle il arrive en sélection, c'était un peu compliqué pour lui aussi d'avoir plus de minutes. C'est vrai que face au Japon, c'était prévu, selon ce que Ancelotti a dit, mais que le but à la dernière minute fait que bon, il ne peut plus rentrer. Il y a parce une que blessure. Voilà, justement. Et lui prévoyait le faire rentrer pour les prolongations.
Mais ça fait mal de voir un talent finir comme ça à 34 ans. Neymar qui dit déjà au revoir à la Coupe du Monde, qui dit au revoir à la sélection, qui peut-être même va dire au revoir à sa carrière. Vous imaginez le talent qu'il est? Parce qu'aujourd'hui, quand on prend le foot moderne, c'est un talent qui est juste en dessous de Cristiano et Messi. Et normalement, aujourd'hui, Neymar il doit comptabiliser 2 ou 3 ballons d'or. Mais aujourd'hui, on est là, il n'a même pas de ballon d'or, il n'a même pas pu aider son équipe en Coupe du Monde parce qu'en 2018 également, c'était un désastre. En 2022, il n'était pas là. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et j'imagine à peine la frustration et la douleur que peuvent se ressentir actuellement les Brésiliens. C'est vrai qu'ils étaient un peu déjà habitués hein, parce que les blessures étaient beaucoup plus fréquentes. C'était déjà même un miracle pour certains de le voir en Coupe du Monde. Mais quelque part, on n'est pas Brésiliens, mais on est tous des amoureux du foot. Et de voir Neymar finir comme ça, voilà, il y a ce goût d'inachevé qui fait un peu mal. On est tous chagrinés de le voir quitter la sélection brésilienne, mais c'est le foot. On fait avec les meilleurs joueurs du moment. L'Angleterre s'est aussi qualifiée. Les Three Lions ont obtenu leur billet qualificatif pour les quarts grâce à un Jude Bellingham en taille patron. Naturellement, l'Angleterre s'est imposée face au Mexique. 3-2 en infériorité numérique, bien sûr. L'ouverture du score à la 36e minute du sociétaire du Real Madrid. En plus, il a doublé la mise à la 38e sur une passe d'Harry Kane. Réduction du score de Quiñones et penalty en deuxième minute, en deuxième mi-temps, tant pour moi, transformé par Harry Kane. Et en toute fin de rencontre, Raúl Jiménez qui a bien sûr à réduire encore une fois le score, 3-2 à la 69e minute. Il y a eu un temps le carton rouge pris par un joueur d'Angleterre. Oui, bien sûr, Konsa. Et on s'attendait beaucoup plus, Jarell Konsa, bien sûr, on s'attendait beaucoup plus à ce que le Mexique ne revienne dans cette partie. Mais après, c'est les Three Lions qui ont su bien gérer leur infériorité numérique. Là-bas, ça a Thomas Tuchel qui a obtenu son billet qualificatif et ce qui prouve d'ailleurs la constance des Three Lions dans cette Coupe du Monde, Alex. Football. Moi, ouais, on a parlé football dans ce match-là, quoi, parce que 5 buts. Ouais, au-delà du. Mais quand il dit qu'on a parlé football, il voulait faire référence à Paraguay France. L'intensité qui tire avec. Déjà, le scénario d'avant-match, le match est décalé par l'heure. 1 heure d'avant. Tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de rester? Et au final, tu restes. Et c'est tu t'es régalé. À partir de la 30e minute, j'étais en ébullition là. Je ne voulais même pas qu'il y ait de mi-temps en fait. C'était un très beau match, franchement, que les deux équipes ont produit. Déjà, il y avait la ferveur populaire des Mexicains dans le stade qui rendait l'ambiance malgré la pluie. J'étais ici, mais je ressentais toutes les vibes du stade. Et après, Jude Bellingham en taille patron, la réaction du Mexique à 2-0 en même temps. À 2-1 avant d'aller à la mi-temps, il fallait sortir ça, quoi. Et les hommes de Javier Aguirre ont répondu présent, même s'ils sont éliminés. Ils n'avaient pas encore encaissé dans le mondial. Ils prennent 2 buts face à l'Angleterre. Il fallait réagir, ils ont réagi. Il y a eu le carton rouge, il fallait en profiter. Ils ont profité, ils ont mis un penalty après le penalty d'Harry Kane. Ils ont tout fait pour revenir dans ce match, hein. Mais au prix de la résilience, les hommes de Thomas Tuchel ont tenu. Ils ont tenu, ils se sont battus, ils ont fait un peu du sale aussi par moment parce qu'il le fallait dans cette rencontre. Mais au final, ils emportent 3-2, ce qui rend imprévisible cette formation anglaise-là parce que on ne sait pas, peu importe la sauce dans laquelle vous la mettez, elle s'adapte, quoi. Et quand il a fallu faire le 2-1 souffrir face au Ghana sans marquer, ils ont été patients. Sans marquer, ils ne s'en sont pas plaints. Face à la RD Congo, ils ont cherché des buts en vain, ils ont patienté, ils ont su marquer quand il fallait. Et face au Mexique, qui était réputé pour être un adversaire de taille, dans un match qui a lieu à haute altitude, vu la position géographique du terrain, ils ont fait le boulot tout simplement. Moi, c'est une équipe qui me donne des frictions, quoi. C'est mon nouveau coup de cœur dans la compétition. Après le Maroc, c'est l'Angleterre. Le nouveau coup de cœur, bien sûr, d'Alex. L'Angleterre, bien entendu, Manu, qui se retrouve en quart. Le job est fait. Est-ce que vous les voyez très loin, les Three Lions? Oui, bien sûr. Vous savez, même si vous avez gagné votre dernière Coupe du Monde en 1966 et qu'après, c'est compliqué, vous êtes toujours favori, hein, comme vous appelez une nation comme l'Angleterre. Ils ont réussi. Avec cette prestation, est-ce qu'on peut avoir la deuxième étoile cette année?
Oui, c'est possible. possible. Pour la Surtout qu'ils petite sont- histoire, parmi ces prédictions, l'Angleterre. Voilà, donc, Il a la vision, il a la on vision. en avait déjà parlé, parce que je voyais cette équipe de l'Angleterre aller loin. C'est vrai qu'il y a, dans certains matchs, on a pu voir certains moments de faiblesse, très faibles d'ailleurs, où on se disait que, bon, peut-être sur les côtés, et ça manquait un peu d'idées, ça manquait un peu de percussion, mais on a vu rapidement la réponse contre la RDC, où Thomas Tuchel il fait des changements qui font basculer rapidement la rencontre avec l'entrée de Saka et de Gordon. Et là, contre le Mexique, je pense que c'est le meilleur match depuis le début de la compétition. Ouais. Oui, c'est le meilleur match. J'ai vu Croatie-Angleterre. Football. Oui, là, le football, le football a vraiment triomphé dans cette partie. On a vu deux équipes qui se donnent, qui se répondent coup pour coup. Ça va vite, ça va dans le duel, l'intensité, mais c'était incroyable. Et il y avait beaucoup de buts en plus. Donc, voilà, c'était une partie très, très En intéressante. tout cas, pour l'heure, Les- je me suis régalé. Ah oui, c'était une partie exceptionnelle. Et les Anglais, ils ont fait le boulot une fois encore. C'est vrai qu'ils ont encaissé 2 buts, mais quand on voit ce que le Mexique a proposé depuis le début de la compétition, que le Mexique vous marque 2 buts, ça n'a rien de rabaissant, quoi. Donc voilà, moi je vois très bien ces Anglais aller très loin, surtout avec le niveau affiché par Jude Bellingham dans cette partie. On se dit, mais enfin, on a revu le Jude Bellingham de l'Euro 2021, qui est vraiment en taille patron, qui ne joue pas vraiment dans l'ombre de lui-même. Mais voilà, il est dans toutes les actions, complètement à fond, et il se remet à mettre des buts aussi, comme il l'a fait il y a 3 ans lors de sa première saison du côté du Real Madrid. Ça, c'est tout bénef pour les Three Lions. Et si vous permettez, j'aimerais Allez-y, placer un petit mot sur Allez-y, le Mexique. allez-y. Mais ils sont maudits. Qui Et ça le Mexique, Ouais. ça fait quoi 5 ou 6 éditions d'affilée Exactement. qui ne passent pas les huitièmes de finale. C'est compliqué. J'imagine dans la tête comment ça a dû être. Aguirre qui démissionne juste après, on a nommé Marquez. Ça va régler le problème. En tout cas, on avait une belle génération pour pouvoir aller loin. Mais malheureusement, ça ne passe pas. Petit pincement au cœur, mais voilà, les malédictions, ça Avec existe au football et ils me font penser à Benfica. Ils ont au sein, bien sûr, de leur effectif le meilleur jeune joueur Mora. de cette Coupe du Monde, Ouais, Gilberto Oui, Mora. un joueur exceptionnel. Exactement. Il était Très déjà technique. une promesse il y a 1 an pour Ouais, la Coupe du Monde des clubs. Oui, il était déjà une très belle promesse. Et même sur cette Monterrey. compétition, Ouais. oui, Oui, il à évolue Monterrey. à domicile. Mais à un moment aussi, il faut arrêter avec Ouais. ces démissions en cascade quand une équipe est éliminée, quoi. Ouais. Parce que quand vous prenez une équipe comme le Mexique, ce qu'ils nous ont montré depuis le début de la Mais compétition, je crois que c'est le sélectionneur lui-même qui part, non? non, mais sûrement qu'il y a Peut-être des qu'il choses n'a en pas interne atteint ses aussi. objectifs, ouais, clairement. Oui, il n'a pas atteint ses objectifs, mais dans une compétition, il ne faut pas retenir que le résultat. Parce que quand vous voyez l'équipe du Mexique, ce qu'ils ont produit contre l'Angleterre, mais que le Mexique tombe face à l'Angleterre, je ne vois pas. Ouais, c'est pas un scandale. Voilà, c'est pas un scandale, quoi. Donc, voilà, à un moment, il faut garder aussi, il faut aller dans la continuité, voilà, pour permettre à tous ces jeunes joueurs-là de progresser, de prendre de l'expérience et peut-être enfin un jour briser ce plafond de verre. ouais. Parce que c'est pas facile, hein. Ce que vous n'avez jamais fait, pour le faire pour la première fois, mais c'est jamais facile parce que vous avez le cerveau qui vous rappelle à chaque fois que vous ne l'avez jamais fait. Il y a les chevilles qui tremblent un peu, les genoux qui chancellent, mais il faut être droit dans ses bottes et aussi créer des talents comme Mora parce que lui seul, et surtout avec son âge, ça serait un peu compliqué. Mais si vous avez un Quinones, un Mora et peut-être 2 ou 3 d'autres joueurs qui peuvent définitivement faire passer dans une autre dimension cette équipe du Mexique, peut-être qu'ils y arriveront, peut-être un jour. L'affiche de gala, bien sûr, de ces huitièmes de finale a opposé le Portugal à l'Espagne. On s'attendait bien sûr à une opposition épique entre Cristiano Ronaldo et Lamine Yamal. Une victoire de l'Espagne à l'arrivée. À la 91e minute, but de Merino. On s'est régalé ou pas? On s'attendait plus. Alex, finalement, c'est l'Espagne qui tire son épingle du jeu. Il n'a même pas envie de Il n'a pas répondre. envie de Alex. répondre. Manu, avant vous, Ouais, on vas-y. le laisse réfléchir d'abord. On le Pas laisse gamberger. réfléchir, non, vous n'allez pas m'avoir. Arrêtez. En vrai, moi j'ai été. Je sais pas, j'ai un horizon d'attente trop élevé par rapport à certaines Ah, c'est- affiches. ouais. Vous aviez dit c'est affiche de gala, mais il n'y a pas de gala. C'est l'affiche. Il y a même pas C'est d'affiche l'affiche qui est de gala. Ah, ok. Pas le contenu, quoi. Mais voilà, j'ai l'impression même qu'on a déroulé le tapis rouge pour les acteurs pour faire un défilé de mode, quoi, au lieu de jouer. Au lieu de jouer. C'était un match
je sais pas, riche en joueurs de qualité, mais Mhm. pauvre en spectacle. Ouais. Le spectacle n'était pas au rendez-vous. Mhm. Les acteurs ont déçu. Mhm. Notamment les Portugais. Les gens, ils font quoi au Portugal, même Bruno Fernandes et comme ça. Et moi, je sais pas quoi. Mais comment ils font quoi au Portugal? Ils sont Ouais, des Portugais, non? Non, mais comment il peut faire une si belle saison Ouais. et venir faire une Parler Coupe du de- Monde aussi Parler pourrie? de Joao Neves, Vitinha. Il n'y a que Nuno voilà. Mendes qui essaie de faire quelque chose dans cette Exactement, équipe-là. Nuno Cristiano, on Mendes. sait qu'il est vieux, on n'a plus d'attente pour Ouais. le mec. Mais les autres là. Ah, mais si vous n'avez pas d'attente, pourquoi vous le mettez? Non, mais que les autres. Vous le laissez jouer toutes les 90 Lui, minutes. là, ça, c'est pas un problème. Ok. Le Si, mec, il n'a rien si, à si. prouver. Mais lui, il n'a rien à prouver. Ouais. Mais ceux qui ont des choses à prouver n'ont Ouais. rien prouvé dans la compétition. Moi, c'est ça qui me dérange avec cette formation Ouais. portugaise. Mais à un moment donné, je me dis, mais qui sont-ils? Ils font quoi dans la vraie vie? Est-ce qu'ils sont des Ce sont footballeurs? des menuisiers, Je comprends peut-être pas. des joueurs amateurs de Je la comprends 5e pas, division. Je comprends pas. Moi, non, mais honnêtement, regardez le gardien. Il fait une Coupe du Monde. Taille patron. Ouais, Diogo Costa. Nuno Mendes, Ouais. il est au rendez-vous. Ouais. Bon, les autres. Les autres. Ben, Les- eux, ils ne tapent pas dans le ballon pour vivre, eux. Il a oublié leur vrai métier dans la vie. Mais ce qui Non, fait mais- mal, c'est que Manu? à un moment, c'est comme vous allez à un gala, Ouais. vous voyez comment la table elle est Ouais, dressée, ouais. mais à la fin, vous êtes déçu du repas, quoi. En fait, c'est exactement la même chose dans Ouais. cette opposition entre l'Espagne et le Portugal, où on s'attendait à beaucoup de choses. On s'attendait à voir des étoiles dans Des chaque action, étincelles, des ouais. étincelles, voilà, des joueurs qui sont un peu comparés tout au long de la saison et qui ont cette opportunité-là de s'affronter et de chacun de son côté va essayer d'apporter sa réponse sur le terrain, comme Yamal et Nuno Ah, lui aussi, Mendes. il est à la Coupe du Monde. Voilà. Il est venu. Mais finalement, on a assisté à une partie trop sérieuse. Voilà, finalement, on est déçu. Moi, personnellement, j'étais déçu du contenu. C'est vrai que c'était un match couperé et que chaque sélection cherchait la qualification, mais le Portugal, à un moment, il faut arrêter. Comme Alex l'a dit, à un moment, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter à un moment de nous tromper un peu avec la masse de ces super joueurs. Et voilà, la constellation de talents, mais qui à la fin accouche que d'une toute petite souris. Parce que dans ce match, c'est vrai, les Espagnols, ils ont été tout en contrôle. Ça n'a pas été extraordinaire. Mais on a vu au moins une équipe de l'Espagne dans cette rencontre qui s'approche beaucoup plus de l'équipe d'Espagne que nous connaissions. Ouais. Mais le Portugal, c'était complètement à l'antipode de tout ce qu'on pouvait imaginer de cette équipe. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'ils avaient l'opportunité pour cette Coupe du Monde-là, comme c'était annoncé, de peut-être permettre à Cristiano Ronaldo de sortir par une très, très grande porte. Finalement, ça sera... Je ne sais même pas si c'est une petite Il n'y a porte même ou pas de bien- pote. Voilà, il va sortir par les fenêtres. Ouais. Et Ils ça, se sont évaporés. c'est dommage. Mais il y a un constat aussi à faire, c'est que Alex, il parlait des joueurs Vitinha, Bruno Fernandes et tout. Et il disait que Cristiano Ronaldo, on n'attend plus vraiment quelque chose de lui. Moi, je pense honnêtement que c'est un peu aussi la cause de cette attitude de ces joueurs portugais. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont un peu dans l'hypocrisie, qui sont un peu dans un sentiment où ils cachent leurs réels sentiments Vis-à-vis de- Je suis vis-à-vis, d'accord, par exemple, de Cristiano et de sa d'accord. titularisation. Parce que quand vous prenez un joueur comme Cristiano, Ouais. avec son âge, qui dispute encore toutes les parties jusqu'à la dernière minute, Ouais. et que vous Mauvais avez d'autres coaching joueurs... de la part Non, mais attendez. moi, Oui, je- mais lui, il a été sorti, par exemple, face à la Croatie. il a été sorti face à la Croatie, mais vous avez vu son comportement quand il est sorti. C'était Oui, un mais joueur qui après, n'était pas du tout content. Oui, Et quand vous êtes un sélectionneur comme Roberto Martinez, ouais. dans sa peau, ce n'est pas facile pour lui, tout le temps, d'avoir du courage et de faire ce genre de choix. Donc, quand je vois aujourd'hui Bruno Fernandes, moi, je suis sûr que Bruno Fernandes, ce n'est pas qu'il est en train de décevoir dans cette compétition. Hein. C'est tout simplement parce qu'il a un mal-être profond Ouais. qui n'a pas cette capacité-là De de s'exprimer, de hein. voiler Ouais. juste l'histoire de cette compétition. Ouais. Voilà, donc c'est plus fort que ces joueurs, mais qui n'osent pas parler, Ouais. qui n'osent pas dire les choses comme ils les ressentent. Et voilà, le résultat est là. La frustration est profonde. Et quand vous avez un joueur, un super sub ou un joker de luxe comme Gonzalo Ramos que vous laissez au banc, Ah non, mais Robert, vous avez dit super sub, Joker. Vous voulez le mettre titulaire, pourquoi? Il est super sub. mais de Il ne même sera- pas remplacer Cristiano sur cette rencontre, Ah, de ne pas mais jouer. moi c'est quelqu'un aussi. Bon, quand... bon coaching ou pas? Oh, Martinez, quand il est arrivé à la tête du Portugal, on a vu une nouvelle formation, rouleau compresseur qui remportait ses matchs outrageusement. Bon, c'est vrai qu'il y a
Il y a des matchs où ils ont raté, où le résultat n'y était pas. Mais franchement, c'est une équipe qui me séduisait avant cette compétition. Moi, j'avais beaucoup de confiance à son coaching. Elle a reçu une fois te séduire cette équipe du Portugal. Non, Moi, je pense qu'ils n'arrivent pas vraiment à séduire, mais ils étaient au moins fidèles à leurs principes, leur façon de jouer. Ouais, c'est ça. Moi, c'est dans le jeu. En fait, Ok. je parlais plus dans le jeu. Mais merci. Ils ont remporté la Ligue des Nations. Ouais, mais dans le jeu, il y avait quand même un petit satisfecit. Ouais. Mais sur ce mondial-là, imaginez, vous avez 2 joueurs qui sont ballon d'orisables dans cette équipe-là. Ouais. Notamment Vitinha et Raúl Neves. Ça, c'est des débats, hein. Mais c'est des joueurs, au vu de leur saison, Man United, le seul joueur qu'on retient au-delà le meilleur passeur de la première ligue. Mais c'est qu'à un moment donné, peut-être on aura l'occasion d'en parler lorsqu'on parlera de l'Argentine. Il y a ce devoir vis-à-vis de la nation qui fait qu'à un moment donné, on met les égos de côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de juger Martinez, puisque vous voulez qu'il mette qui? Il a mis parce qu'on dit la sélection, c'est pour les meilleurs hommes du moment. Mais les meilleurs du moment, ils étaient sur le terrain. Non, mais quand ils sont sur le terrain et que le résultat est escompté, déjà, vous avez eu à disputer quelques matchs. Et que dans un match aussi important, ou quand vous perdez face à un adversaire aussi coriace que l'Espagne, que vous savez que vous devez sortir, mais il faut faire des changements. Mais ceux qui sont sur le banc, ce ne sont pas des mécaniciens non plus. Hein. Ce sont des joueurs aussi. Bon, c'est des super subs, comme le dit. Super sub. Moi, je pense qu'il a une très, très grosse responsabilité dans cette élimination du Portugal. C'est vrai, on peut parler des joueurs, mais Roberto Martinez, à un moment, il faut qu'on soit honnête, il nous a vendu du rêve. Il est arrivé dans cette équipe, il n'a rien fait. Il t'a vendu du rêve que Bruno Fernandes. Comment? Non, pour moi. Justement, la transition parfaite pour aller à une autre affiche. C'était les Diables Rouges qui étaient bien sûr dans leur beau jour. Victoire 4 buts à 1 face à la Team USA, le dernier pays hôte qui était encore en lice jusqu'à ce moment dans la compétition. 4 buts à 1 à l'arrivée avec un doublé de Charles de Cutler. Mais il y avait eu toute une histoire avant le début de cette rencontre. Le diable ne s'appelait plus à Praga. Alex, décidément, avec le carton rouge annulé de Folarin Balogun, mais ça n'a pas suffi. En toute maîtrise, la Belgique s'est qualifiée pour les quarts. Football. Vous avez le football ne se joue pas dans les bureaux. Ça se joue sur la pelouse. Faites ce que vous voulez dans les bureaux. Prenez les décisions, ramenez ce que vous voulez, on les bat. Moi, j'ai aimé, franchement, parce que la Belgique, honnêtement, moi, je m'attendais à rien de leur part. Mais si ce match-là, je me dis, mettez-les une correction. C'est-à-dire, est-ce que le résultat va changer dans un bureau? Jamais. Donc, voilà, le football a gagné encore une fois sur tout ce que les... Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat de corruption, de quoi. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez. Moi, ce que je retiens, c'est que le football a triomphé. Tout simplement, Balogun, il était là, il a foutu quoi. C'était comme ils ont joué à 10. Il n'était pas là, il n'a pas pesé. Tout ce boucan. Bon, après, quand vous décidez de faire plaisir aux individus, que de prioriser votre institution, bah, c'est que le résultat qu'on peut avoir ça. Et félicitations à la Belgique, tout simplement. N'allons pas plus loin. La prestation sur le rectangle vert des Diables Rouges a triomphé et naturellement, haut les mains, la Belgique a obtenu son billet qualificatif pour les quarts. Oui, les Diables Rouges avec la nouvelle signature. Pourquoi vous les appelez Diables Rouges de Claude Leroy, non? Mais on est en train de parler du Congo, bien de la Belgique. Non, ok. Les Diables Rouges d'Europe. Hein. Ah, je pensais que non, c'était pour blaguer. Arrêtez, c'est très bien. C'est bien sûr les Diables Rouges de la Belgique. Pour blaguer. On sait que l'autre Congo aussi, ce sont les Diables Rouges. Avec la nouvelle signature de Claude Leroy. Je pensais que c'était Claude Leroy qui avait éliminé les États-Unis. Non, mais plus sérieux, ça a été une partie vraiment attendue parce que, voilà, dans les coulisses, tout ce qui s'est passé, l'annulation du carton, voilà, la frustration. Un coaching gagnant de la part de Rudy Garcia? Oui, il a eu du courage. Hein. Il a eu du courage parce que moi, quand j'ai vu la composition d'équipe et que j'ai vu qu'il n'a pas titularisé ni De Bruyne ni Jérémy Doku, il a fait revenir Onana, il a titularisé Raskin également, des Cutler positionnés en position d'avant-centre. Van Aken également, voilà. Dans ce double pivot au milieu de terrain. Il a vraiment eu du courage. Il en avait déjà contre le Sénégal quand il a décidé de faire sortir De Bruyne et Doku. Mais finalement, le coaching il a été payant pour lui. Et son équipe a sorti un très très bon visage. Hein. Et dans le jeu, ce qu'ils ont produit, c'était propre, c'était nickel. Mais au-delà du résultat même de cette rencontre, comme Alex l'a dit, c'était cette attente par rapport à l'issue de la décision qui avait déjà été prise sur cette annulation du carton de Florian
Balogun, et à la fin, tout le monde est content. Je pense même que Balogun lui-même, il est content. Il ne peut pas le dire, mais je pense qu'il est content que les États-Unis ne se sont pas imposés dans cette rencontre parce qu'il a joué un peu avec le poids de cette décision dans cette partie. Et on l'a senti, en fait. Et voilà, ce n'est pas facile pour lui non plus, hein, parce que ce n'est pas lui qui a demandé, c'est son président qui a demandé, mais vous savez, quand Donald Trump, il peut demander même que la Coupe du Monde s'arrête, hein, et que peut-être il va désigner une nation, que la nation est victorieuse, peut-être qu'Infantino va s'exécuter. Mais à la fin, mais on est où là? C'était de trop, en fait. Exactement. C'était de trop, et tout ça là, ça n'aide pas vraiment le sport, mais à la fin, le sport l'a remporté comme Alex l'a dit, et c'est au mérite des Belges, et surtout de Rudy Garcia aussi, qui est en train de redonner un nouveau souffle à cette équipe de Belgique, que je n'ai plus vu aussi séduisant dans une compétition comme en 2018, où ils avaient sorti l'un des plus beaux matchs contre la France en demi-finale. On retient juste le La résultat. démarche de Samuel Umtiti. Ah oui, la fameuse démarche, la danse de Samuel. Bien entendu, on retient le bon résultat de la Belgique et surtout la qualification arrachée. Après le Cap-Vert, l'Albi Céleste était face à une autre nation africaine. Il joue la canne. Ils sont dans quel groupe déjà? Bon, laisse à laisse. Je pense que c'est une affiche des huitièmes de finale qu'on débriefe. C'était l'Égypte qui était face à l'Argentine. Et malheureusement, je pense que c'est toujours un phénomène qu'on peut adapter aux Africains. Le fait d'avoir mené au score, mais faute professionnelle, manque de concentration. Non. Ici, je vous arrête tout de suite. Okay. Il y a un roi. Il y a Lionel Messi dans le match, quoi. OK. Donc, c'est le roi. Donc, on vous laisse. La Belgique n'en avait pas. On vous laisse. C'est pas la même histoire avec le Sénégal. On vous laisse ouvrir le bal et puis après, le roi vient. Voilà. Non, mais tout est fait pour que le roi puisse briller. Dans les histoires qu'on nous raconte, là, c'est quoi? On attaque le village et le roi vient héros, non? Bah, c'est ce qui s'est passé. Et l'Égypte est. L'Égypte, naturellement, menait 2 Non, mais c'est une rencontre qui m'a fait passer par toutes les émotions. Ah bon? J'avais aucune attente par rapport à l'Égypte. Ils m'ont vendu du rêve. Ils ont mené 2-0. J'ai commencé à y croire. J'ai commencé à y croire. Jusqu'à la Romero à la 79e. Quand Romero il marque, je dis ah non, de 1 ça va le faire. Ils ont retenu la nation du Sénégal. Ils vont le faire. Et puis le roi est rentré. Le roi. La naturellement. Il se à la 83e. C'est trop de maîtrise. C'est ça aussi la marque des grands joueurs. Bon, je pense qu'il a trouvé aussi un couloir pour la Coupe du Monde depuis 2022. tout lui réussit dans cette compétition. Et après ce 3e but assassin de Enzo Fernandez. Écoutez, Alex. Football. Moi, on a parlé football dans ce match-là, quoi, parce que 5 buts. Ouais, au-delà du. Mais quand il dit qu'on a parlé football, il voulait faire référence à Paraguay France. L'intensité qui avec. Déjà, le scénario d'avant-match, le match est décalé par l'heure. 1 heure d'avant. Tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de rester? Et au final, tu restes. Et c'est tu t'es régalé. À partir de la 30e minute, j'étais en ébullition là. Je ne voulais même pas qu'il y ait de mi-temps en fait. C'était un très beau match, franchement, que les deux équipes ont produit. Déjà, il y avait la ferveur populaire des Mexicains dans le stade qui rendait l'ambiance malgré la pluie. J'étais ici, mais je ressentais toutes les vibes du stade. Et après, Jude Bellingham en taille patron, la réaction du Mexique à 2-0 en même temps. À 2-1 avant d'aller à la mi-temps, il fallait sortir ça, quoi. Et les hommes de Javier Aguirre ont répondu présent, même s'ils sont éliminés. Ils n'avaient pas encore encaissé dans le mondial. Ils prennent 2 buts face à l'Angleterre. Il fallait réagir, ils ont réagi. Voilà, c'est toujours le syndrome d'un entraîneur. Alex. Football. Moi, on a parlé football dans ce match-là, quoi, parce que 5 buts. Ouais, au-delà du. Mais quand il dit qu'on a parlé football, il voulait faire référence à Paraguay France. L'intensité qui avec. Déjà, le scénario d'avant-match, le match est décalé par l'heure. 1 heure d'avant. Tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de rester? Et au final, tu restes. Et c'est tu t'es régalé. À partir de la 30e minute, j'étais en ébullition là. Je ne voulais même pas qu'il y ait de mi-temps en fait. C'était un très beau match, franchement, que les deux équipes ont produit. Déjà, il y avait la ferveur populaire des Mexicains dans le stade qui rendait l'ambiance malgré la pluie. J'étais ici, mais je ressentais toutes les vibes
du stade et Ouais. après Jude Bellingham en Ouais. taille patron, et la réaction du Mexique à Ouais. 2-0 en même Ouais. temps. À 2-1 avant d'aller à la Ouais. mi-temps, il fallait sortir ça, quoi. Et les hommes de Ouais. Javier Aguirre ont répondu présent, même s'ils sont éliminés. Ils n'avaient pas encore encaissé dans le mondial. Ouais. Ils prennent 2 buts face à l'Angleterre. Il fallait réagir, ils ont Ouais. réagi. Contre l'Égypte, exactement comme Alex il l'a dit, hein, Mhm. c'est une équipe qui a Mhm. vraiment souffert face Ouais. à une équipe égyptienne. Mhm. Personne n'attendait vraiment que l'Égypte À ce nous niveau. montre ce visage jusqu'à arriver à mener 2-0. Mhm. Mais sur les 10 dernières minutes, on a vu une équipe argentine qui a commencé à accélérer, Mhm. qui a décidé enfin de jouer. Mhm. Et Lionel Messi, dans son intelligence, Mhm. puisqu'il sait qu'il n'a plus les jambes et que dans l'axe, c'est compliqué, il s'est un peu exilé sur le côté et donc il a trouvé son espace. Et on a vu que sur sa passe, Mhm. qui amène le but de Romero, il est venu du côté. Ouais. Sur la première passe, même sur son but, il fait d'abord un centre. Ouais. Et après, voilà, ça vient toujours du même côté. Donc c'est ça, l'Argentine a été plus efficace dans les moments décisifs, sans être flamboyant, parce que les Égyptiens, dans le jeu, méritaient clairement de passer. Et l'Égypte était même surpris de mener 2-0. Je parie. Ah ouais. Parce que quand vous voyez l'expression corporelle à un moment donné, ils étaient surpris de mener, d'être à ce stade de la compétition, on pense trop vite au futur sans avoir fini la rencontre, qui est en jeu. Donc, il n'y a aucun syndrome. Il y a et juste à la fin, ce qui fait mal, c'est que on va critiquer l'arbitre. On va dire que l'arbitre a favorisé l'Argentine. On va dire que l'arbitre a fait tout pour que l'Égypte ne passe pas. Moi, c'est ce qui est vraiment dommage parce que c'est toujours la même histoire avec les sélections africaines. Ouais. Allez, vas-y, ouais. Voilà, vous voyez. Il en a grossi le cœur. Quand vous êtes dans une compétition et que vous arrivez à mener 2-0 face à une équipe jusqu'à la 80e minute et que vous ne faites pas bien les choses comme il se doit, que vous ne courez plus, que les espaces ne sont pas très bien bouchés et que l'adversaire, au mérite, arrive à égaliser et à renverser, et que sur des décisions qui étaient peut-être discutables, mais aller jusqu'à dire que l'arbitre a volé le match pour une équipe, et le lendemain, personne ne parle plus de la remontée de l'Argentine et de la faillite de l'Égypte. Tout le monde est en train de parler de l'arbitrage. Mais comment? Dites-moi comment des sélections comme ça peuvent avancer. Parce que vous avez du mal à reconnaître vos défaillances, mais tout le temps, vous trouvez des excuses chez l'adversaire ou bien chez peut-être l'arbitre. Mais là, dans cette condition, on ne peut qu'avoir les mêmes sélections 4 ans plus tard avec la même mentalité et les mêmes résultats. Et ça, à un moment, c'est très, très agaçant. Alors là, le point de main, naturellement, pour dire qu'Alès est d'accord avec son développement, on va clôturer ce sujet. Je suis d'accord avec le coup de gueule. On va clôturer, bien sûr, cette fenêtre. On va fermer cette fenêtre, bien sûr, sur l'Argentine. Et je m'en vais vous poser une question. Comment entrevoyez-vous déjà une formation de l'Argentine sans Messi? C'est comme le Portugal avec Ronaldo. Non, mais peut-être qu'il y aura des nouveaux leaders. Hein. Bon, déjà, il y en a. Et Lautaro Martinez, Julián Alvarez, il y a le jeune Nico Paz, qui vient. Il y a l'autre là aussi. Lo Celso, il est là. Lo Celso. Il y a Mastantuono qui n'a pas été. Garnacho. Il y a un gros vivier derrière. Je pense que sans Messi, ils vont être peut-être plus collectifs. Ils vont retrouver peut-être. Tu as oublié ton joueur préféré, hein? Mastantuono. Oui, je l'ai cité. Moi, c'est mon joueur préféré. Il n'est même pas vous allez vous projeter sur cette Coupe du Monde si jamais une blessure de Messi l'écarter bien sûr des demi ou de la finale. Ça sera compliqué parce que pour les demi, ça sera l'Angleterre. Si tout va bien, parce que l'écart, c'est sûrement la Suisse. La Suisse, non? Pour l'Argentine. Voilà. Bon, si Messi, lui, il est là, normalement, une grosse partie des problèmes, vous avez déjà la solution quand Messi est déjà titulaire sur le terrain. Mais si dans une rencontre, dans cette compétition, il n'est pas là, je pense quand même qu'il a des solutions. On a cité beaucoup de joueurs, Nico Paz, Lo Celso, des joueurs qui peuvent faire le job et qui peuvent aller chercher. Ils l'ont fait, je pense qu'en une mi-temps et demi face à la Jordanie. Face à la Jordanie, mais c'était la Jordanie quand même. Donc l'adversité aussi, on peut en parler après. Mais après la compétition elle-même, je pense que si l'entraîneur Lionel Scaloni, il ne se réinvente pas, s'il ne fait pas une refonte totale de son équipe, je pense qu'il aura des problèmes. La Nati Suisse a servi du bon café aux producteurs du café, naturellement la Café Taros, qui se sont
éliminé au bout des tirs au but après un match nul de 0 but partout, bien entendu au terme du temps réglementaire. Une victoire dans les tirs au but, 4 buts à 3. La Nati suisse, bien entendu, qui a mis en difficulté cette équipe colombienne qui voilà, était première de sa poule, qui a su éloigner le Ghana en 16e. Mais en huitième de finale, on a trouvé une formation suisse plus pragmatique. Et c'est aussi ça l'expérience avec cette qualification. Ah, non, bon, déjà, eux, ils ont brisé le signe indien de passer la barre des huitièmes de finale. Ce n'était pas évident, comme Manu le disait, quand vous n'avez jamais fait quelque chose pour le faire, c'est compliqué. Maintenant, dans cette rencontre, vous savez, la Colombie, c'est vrai, ils ont montré de belles choses, mais depuis le match du Ghana, moi, c'est une formation qui s'est dénaturée, qui a perdu son football. Et il y a plein de joueurs qui ont baissé en régime. Je ne sais pas si c'est lié à l'enchaînement des matchs, mais ce n'était plus la même fraîcheur depuis le Ghana jusqu'à cette rencontre de la Suisse. Donc, c'était un match trop équilibré et ça s'est joué à rien. Les tirs au but, Kobel, on le connaît, hein, il a sorti le grand jeu pour que ça puisse passer. Il n'y a pas à rougir, non seulement de l'élimination. Bon, c'était une affiche trop équilibrée, quoi. Ouais. Donc, des deux, le plus déterminé est passé, tout simplement. Le plus déterminé est passé, hein, non? Oui, quand on voit le contenu des deux équipes, je pense que la Suisse mérite de passer, peut-être même déjà dans le jeu, parce qu'ils ont réussi à se créer des situations qui pouvaient leur permettre d'éviter les prolongations et les tirs au but. Mais bon, c'est un match de foot, hein, des fois, quand vous avez des opportunités que vous ne mettez pas au fond, voilà, ça peut vous amener jusque ça les a amenés. Heureusement que la fin est heureuse pour les Suisses. Mais j'ai été vraiment déçu par cette équipe de la Colombie. C'est vrai, face au Ghana, ça a été une équipe assez moyenne de la Colombie qui n'a pas vraiment montré un visage très, très séduisant comme ils ont pu le faire lors des phases de groupe. Et moi, j'ai vu une très belle équipe de la Colombie face au Portugal, par exemple, et face à la RDC, justement. Mais dans cette opposition, face à la Suisse, je m'attendais à mieux dans le contenu. Hein, pas forcément dans le résultat, hein, parce que vous avez beau bien jouer. Hein, le Mexique a bien joué contre l'Angleterre, mais ils ont perdu. Mais ils se devaient quand même de montrer leur visage, de montrer vraiment leur capacité à mettre toute équipe en difficulté. Et dans ce match, je les ai sentis un peu amorphes, à l'image de leurs attaquants, Arias, Puerta, même au milieu de terrain avec Jefferson Larmand et d'autres joueurs, c'était un peu difficile. Et finalement, voilà, cette équipe est éliminée. C'est un peu à l'image aussi de ces équipes sud-américaines qui font de belles qualifs. Et qui arrivent aussi à regarder dans les yeux certaines grandes nations dans une compétition comme la Coupe du Monde, mais qui arrivent à un moment, manquent un peu de ce supplément pour aller finalement titiller les plus grands. Et c'est ça aussi le bémol. Et il va falloir travailler beaucoup plus pour suivre un peu ce train de l'Amérique du Sud, pour qu'on ne parle pas que de l'Argentine et du Brésil, mais aussi des nations comme la Colombie, qui a beaucoup de joueurs, de très bons joueurs d'ailleurs. La mayonnaise n'a pas pris tout simplement du côté de la Colombie. Il n'y avait pas du pain. Il n'y avait pas du pain, comme le dit Alex. C'est bien sûr la dernière affiche de ces huitièmes de finale. Je pense que nous sommes arrivés à la fin, bien entendu, de ce débrief des huitièmes. Alex, votre mot de fin? Que le football règne. En 5 secondes, votre mot de fin, Manu. Vive la Coupe du Monde. On continue bien sûr avec d'autres analyses. Ça sera bien sûr pour les quarts de finale. Nous sommes arrivés bien sûr à la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Annick. On fait un gros coucou à nos abonnés de Majestic qui nous suivent toujours fidèlement. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très vite pour un nouveau numéro d'After Goal.